se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Lepont, The Game. The Game, a.k.a. The Game, ouais. A.k.a. The Game. Arnaud, tu vas bien? Eh ben, ça me fait super plaisir de t'avoir. Écoute, ça fait tellement longtemps qu'on essaie de mettre cette interview en place. Donc, ben voilà, on est parti. On a une petite trentaine de minutes ensemble. Yes, c'est ça. Ou, Ben, plaisir, ou plus, plaisir ou moins, partagé. on verra. Ouais, Ouais, c'est super carrément. cool. Il y a pas de limite. C'est un honneur pour moi de t'avoir sur le podcast, vraiment. Écoute, on va pas parler d'honneur. Ça fait plaisir en tout cas. Mais me mets pas trop sur un piédestal quand même. Tu vas Ouais, quand être même. déçu sinon. Tu vas Ouais, être moi, déçu. je vais t'y mettre. Tu fais partie des combattants que j'ai envie de mettre sur ce piédestal français Bon, en bah plus. écoute, ça fait plaisir. Merci. Arnaud, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Eh ben, écoutez, donc voilà, Arnaud Lepont, on me connaît plus sous le surnom de The Game. Je suis un combattant de MMA qui était signé chez One Championship. Voilà, j'ai commencé ma carrière chez Mathieu Nicourt à Paris, et puis quand le temps est venu, bien évidemment, j'ai voulu voler de mes propres ailes, donc j'ai décidé de déménager et je me suis déplacé en Asie du Sud-Est. Voilà, donc Asie du Sud-Est, j'ai fait. D'abord, je me suis concentré sur ma boxe thaï parce que on me connaissait surtout en France et dans le circuit européen pour mon sol. Et puis, arrivé bien évidemment en Thaïlande, il a fallu que je top up mon niveau. Donc voilà, j'ai fait pas mal de camps, et puis quand j'ai jugé qu'il était temps de m'y remettre, on s'est remis au combat. J'ai combattu pour, que je ne dise pas de bêtises, Dare Fighting Championship, qui était à l'époque le fameux $1 million tournament, un tournoi à $1 million, et puis qui a disparu après les demi-finales. Pas de bol pour nous, pas de bol pour les demi-finalistes. Voilà, et mon combat, que je ne dise pas de bêtises, en 2011-2012, face à Chris Aja, m'a ouvert les portes de One Championship. Voilà, où j'ai combattu à One Championship. Alors, j'ai eu bien évidemment mes hauts et mes bas. Voilà, c'est mon pote italien qui passe derrière. Voilà, excuse-moi. Il combat ce soir, donc je l'héberge. Voilà. Bien Yes. évidemment. Il m'a bloqué, t'as vu? Putain, quel con. Et donc One Championship, j'ai fait plusieurs combats. Hein. J'ai combattu Choi, j'ai combattu côté de Tsuboku, j'ai combattu Suez des Chao, j'ai combattu bien évidemment Shinya Aoki, j'ai combattu, j'ai fait pas mal de combats. Et puis écoute, depuis 2017, on a mis un peu tout ça entre parenthèses. Merci la pandémie, merci le nouvel ordre mondial. On ne va pas en parler, mais ouais, ça fait un peu chier. C'est pas facile pour tous ceux qui sont un peu comme moi en fin de carrière. Devoir tout mettre en pause pendant 2 ans, c'est difficile. De mettre tout en pause pendant 2 ans, ouais, ça remet beaucoup de choses en question, Modlou. Alors, moi, je voudrais juste revenir avec toi sur tu es né en France. Alors, juste que vous sachiez quand même, parce que l'autre énergumène qui a ouvert la porte comme s'il était chez lui, c'est Ouais. Thomas Sabati, un combattant de Muay Thai qui habite Yes. en Asie du Sud-Est, qui est un pote à moi. Voilà, il combat ce soir et je voulais Ouais. pas qu'il reste à l'hôtel, donc il reste chez moi pour le week-end. Il combat ce soir au Saigon Muay Thai Championship, blablabla. Et voilà, et comme d'habitude, il ouvre les portes, il est chez lui, le loulou. Voilà. Force à lui. Force à lui pour son combat ce soir. Ouais, ce soir, gros combat en plus, gros combat à 49 kilos, 50 kilos. Ah ouais, donc. Ouais, gros cutting, ouais. Bon, on verra, hein, Inch'Allah, ça devrait bien se passer, je pense. Il a Yes. bien taffé. Je te disais, je voulais revenir à ton parcours de vie en France. J'ai Ouais, pu voir que tu as commencé par le karaté ouais, à 5 exactement. ans. À 5 ans. Ouais. Donc, toi, quand tu as commencé les sports de combat, vraiment, pourquoi tu as commencé les sports de combat? Qu'est-ce qui t'a attiré? Et après, j'ai pu voir que tu as fait du pancrace, tu as été champion de France. 2005. Écoute, pour répondre à ta question, j'ai pas choisi cette voie. J'étais un enfant un peu turbulent. J'étais un enfant un peu turbulent. Et alors, je sais plus si tu es là, hein, parce que visiblement, je n'ai plus d'image. Putain, c'est la galère.
Toujours Si, là, t'es ouais. toujours là? T'es toujours là. Bon, bah, j'ai plus de caméra. Bref, je disais, j'ai commencé, j'ai pas choisi cette voie. C'est en fait que mon père qui m'a mis dans les arts martiaux quand j'étais tout petit, quand j'étais jeune. À 5 ans, j'étais un enfant plutôt turbulent, donc il a dû se dire bah, que les arts martiaux vont peut-être lui permettre Putain, ça fait bizarre quand même de pas te voir là. Je sais pas ce qui se passe là. Allô? Toujours là? Ouais, Allô, ouais, allô? ouais, 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 je ouais. t'entends. Je Bon, te vois, moi, d'accord. toujours. Ok, bon, bah, moi je ne te vois plus. Donc je disais, quand j'étais très jeune, quand j'avais 5 ans, donc j'ai pas choisi cette voie en fait. Mon père trouvait que j'étais un peu hyperactif, que j'étais un petit peu difficile à éduquer. Et il s'est dit, bah, je vais le mettre aux arts martiaux. Peut-être qu'une forme martiale va le canaliser un peu. Et voilà. Et maintenant, je le remercie parce que j'aurais pas eu la carrière que j'ai eue, j'aurais pas eu le mental que j'ai développé à travers le karaté, bien évidemment, et cette passion bah, qui forcément au fil des années s'est développée. Et voilà. Et même si au début je voulais pas forcément aller au karaté, tu vois. Comme tous les gamins de mon âge, hein, j'aurais préféré prendre mon BMX et aller faire le con avec les gars dans la cité que d'aller m'entraîner tous les vendredis soirs et les mercredis soirs en kimono et me prendre des nions. C'était pas super. Mais voilà, je pense que une trentaine, plus de 30 ans maintenant après, heureusement qu'il l'a fait parce que j'aurais fait autre chose en fait de ma vie. Est-ce que j'aurais été aussi heureux? Je sais pas, mais ouais, définitivement, j'aurais pas forcément plongé dans le milieu des sports de combat comme ça et continué jusqu'à mes 40 balais, quoi. Et donc, ton départ de la France, parce que je rappelle, tu as été champion Ouais. d'Europe, donc de pancrace. Pourquoi, 2005, 2005. Merci, merci Mathieu, merci Free Fight Academy, merci. J'ai j'ai commencé chez Nico en fait. Alors j'avais déjà un bagage hein, quand je suis arrivé chez Mathieu. Hein. J'avais déjà fait beaucoup de karaté, j'avais déjà fait un peu de jiu-jitsu. Merci à mon professeur Gaël Coadic. Et voilà, quand j'ai voulu un peu mettre tout ensemble, en fait, c'est le hasard, en fait. Je suis arrivé à Paris et en cherchant sur Internet, j'ai trouvé Free Fight Academy. Et je me suis dit, tiens, bah, écoute, hein, il faut se lancer. Je suis arrivé c'était même pas un dojo à l'époque, c'était une salle communale. Et on mettait des tapis, tu sais, on mettait les tapis ensemble avant la classe. Et puis, c'était la guerre. C'était, c'était un cours de MMA, mais à l'époque, tu sais, le concept protection, fais attention, respecte son partenaire, c'était un petit gant, mitaine, c'était la guerre tous les soirs. À l'époque, je me rappelle pas de tous les noms, mais il y avait Fetty, il y avait Lopez Owoniemi, bien évidemment, qui maintenant a fait un bout de chemin plutôt dans le management et dans l'événementiel. Il y avait Gary Descordes, il y avait tout ce pôle de talent, Speedy Gonzalez, Speedy, mon Speedy. Et ouais, c'était la guerre. Et encore une fois, tu vois, je pense que même avec des longues années d'expérience, 20 ans d'expérience dans cette discipline, je pense que c'était pas si mal que ça, en fait, le côté. Ça me faisait un peu penser au karaté Kyokushin, tu vois. Tu savais que tu allais rentrer le soir après ton entraînement et tu allais en prendre un peu plein gueule, quoi. Et ça permettait d'écrémer ceux qui venaient faire du sport plaisir, en fait. C'est peut-être pour ça aussi que la Free Fight Academy a eu autant de résultats, de dominance au début du MMA en France, en fait. Parce que tout le monde, bien évidemment, maintenant est dedans parce que ça s'est légalisé et on va voir l'UFC en septembre et blablabla. Mais il y a 20 ans, c'était encore vachement underground. Hein. Voilà. Moi, en plus, à l'époque, je travaillais dans le milieu de la banque, le milieu de la finance. Je peux dire que quand j'arrivais le lundi matin au boulot avec mes yeux au beurre noir ou mes stitches, mes points de suture, c'était quelque chose quand même. Hein. C'était marrant. Et aujourd'hui, justement, je vais y venir à ce que tu penses de l'évolution du milieu du MMA en France, ton avis, et aussi pourquoi ne pas être resté en France, justement, quand je pense tu parlais de Mathieu Nicourt, aujourd'hui, je crois qu'il est dans l'événementiel aussi. Enfin, tous ces Mhm. combattants ou entraîneurs de l'époque ont évolué aujourd'hui et sont toujours actifs dans le milieu. Je parle en France. Toi, Mhm. pourquoi tu n'as pas eu ce plan professionnel de pouvoir peut-être créer
ton gym ou quelque Ouais. chose en France, tu vois, pour mettre ta pierre à l'édifice? Parce que pourquoi être parti à l'étranger? Enfin, je t'ai posé plein de questions en même temps, mais Non, voilà. non, mais c'est intéressant, Kevin. Ouais, il y a plein de questions en même temps, mais justement, j'avais déjà, je pense personnellement, en toute humilité, que j'avais déjà mis ma pierre à l'édifice. J'avais été j'avais fait partie de la Free Fight Academy. Après, très vite, Mathieu m'a pris sous son aile et j'ai commencé à aussi enseigner à la Free Fight Academy. Et puis après, j'ai voulu, bien évidemment, avec son accord, voler de mes propres ailes. Donc, j'avais monté une petite salle de MMA qui s'appelait à l'époque The Game Factory. Voilà, rien à voir avec MMA Factory de Lopez Omoniebe, mais j'avais ouvert à l'époque dans le district 9 de Paris une salle qui s'appelait MMA Factory, Game Factory, pardon. Et on avait fait quelques beaux résultats. On avait Ousmane, on avait quelques bons combattants. C'était sympa, tu vois. Et puis, je pense que c'était pas une décision de carrière, c'était une décision de vie, en fait, Kevin. Je faisais pas mal d'allers-retours entre la France et l'Asie, parce que j'ai toujours été amoureux de l'Asie. Je sais pas pourquoi, tu vois. Et puis, un jour, avec tu sais, quand tu t'entraînes un petit peu dur, comme je le disais avant, tu reviens, tu vas travailler, tu as des yeux au beurre noir, tu as des points de suture, tu es toujours blessé. Alors, j'étais conseiller financier pour le Crédit Lyonnais, donc c'était un peu, c'était difficile, fallait jongler, tu vois. Et un jour, mon patron m'avait dit il allait falloir que je choisisse. En fait, je pouvais pas non plus revenir tous les lundis matins, parler à la ménagère de 50 ans avec ma gueule pleine de points de suture. C'était très Fight Club, tu vois, l'état d'esprit. Et puis, je pense que cet entretien avec lui m'a mis une claque dans la gueule. Je me suis dit, où est-ce que tu te vois dans 20 ans? Est-ce que tu te vois toujours dans le milieu de la finance, par exemple, et peut-être avoir raté une opportunité? Et je sais pas, je me suis levé un matin en me disant, faut mieux vivre avec des remords que des regrets. Donc voilà, j'ai donné mon appartement à une de mes meilleures amies, je lui ai dit: «Garde ça et puis si je reviens, bah, c'est à moi. Si je reviens pas, bah, tu les balances» et puis j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti et heu ouais. Et Merci dire quoi, parce que et ouais, je veux dire, je sais pas si je suis né sous une bonne étoile, j'ai eu mes hauts et mes bas, mais maintenant, voilà, j'ai une famille, j'ai deux petits garçons magnifiques, j'habite dans un pays qui me ressemble, qui me correspond bien, je pense avec les valeurs, avec la façon de vivre et puis, j'ai fait la carrière, qu'on me connaît en fait. Donc, mais je pense que très tôt, j'avais cet appel en fait de l'Asie, tu vois, poto? Je pense que c'était dans mon sang, je n'ai jamais su pourquoi en fait, mais j'avais envie de bouger, j'avais pas envie de c'est pas parce que j'étais né en France qu'il fallait que je reste en France, tu vois? et Et puis ouais. voilà, puis on sait où est-ce que on sait ce que ça m'a amené en fait. Et en Asie, les sports de combat et les arts Donc martiaux, tu vu? Tu vu, il est pas beau le petit logo, hein? il est C'est pas super ça, voilà, c'est moi avec ma mon mohawk. et en C'est du Asie, café, hein. Ouais, ouais, du café. en Asie, Tu disais? les sports de combat, ils ont pas la même réputation qu'en France. Je veux dire, depuis longtemps, c'est une tradition, hein, là-bas comparé à nous en France. Qu'est-ce Mmh. que aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses, du MMA en France quand tu l'as vu, évoluer? On parlait de l'UFC qui va arriver, à Mmh mh. Paris. Ouais, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Je veux dire quel chemin on a parcouru depuis 1993. Je veux dire, quand je dis 1993, je parle du premier UFC, hein. C'est ouais, je veux dire la 1re fois que j'ai passé les portes d'une vraie salle de MMA, ça ressemblait plus, ouais, c'était underground, c'était Fight Club. Je veux dire c'est extraordinaire de tout le chemin qu'on a pu parcourir pour pouvoir, changer les mœurs, en fait. C'est une question juste de changer les mœurs. Même quand je suis arrivé en Asie, il y a plus d'une dizaine d'années, le MMA avait encore une mauvaise image. C'est-à-dire le MMA, c'était quand même assimilé, la cage, combat de chien, tout de suite. Heu, voilà, donc quel chemin on a parcouru pour que les gens commencent à se dire: «Ouais, le MMA, en fait, c'est un sport, en fait, c'est un sport à part entière». Mais ça fait des années, en fait, qu'on le dit et que les gens ne voulaient juste pas écouter. Je pense que la cage la cage, ça a été un peu, à double tranchant. Ça a été, c'était une
c'était bien pour le sport spectacle, mais dans l'optique de certaines fédérations, en fait, la cage reflétait la violence, reflétait voilà, le côté. Ouais. Ainsi que le ground Bon, and pound, je veux dire, tu vois. ouais, Le je truc de sais, taper. je sais Bah, pas. Hein. moi, Ouais. je le vois quand à des gens lambda, tu vois, pour faire une Mhm. parenthèse. J'en parlais Vas-y, justement vas-y. avec un préparateur physique. Je disais qu'on dit que c'est pas un sport violent, moins que la boxe anglaise, par exemple. Mhm. Mais quand même, quand j'en parle à des gens qui ne connaissent pas grand-chose au MMA et qui voient ce sport, et voilà, déjà, ils parlent, comme tu as dit, de la cage. Et Mhm. deuxièmement, quand ils voient le mec tomber et qu'on lui met un grand and pound, ben, ils disent, Ouais. ouais, il le frappe et c'est violent. Voilà. Alors qu'ils ne comprennent pas. Bon, Ouais, l'arbitre. bien évidemment, bien évidemment. Mais après, bon, il y a un arbitre, hein, on n'est pas dans une ruelle derrière un bâtiment. On avait déjà tous ces sports, mais ils étaient juste séparés, en fait. On avait le Muay Thai d'un côté, on avait déjà la lutte, on avait déjà le Jiu-Jitsu. Je pense que la cage n'a pas aidé, même si effectivement, le côté cage spectacle, c'est comme ça que ça a explosé, hein, bien évidemment. L'octogone, c'est emblématique. Mais effectivement, oui, tu as raison. Je pense que au début, en fait, le fait de voir quelqu'un tomber et que son partenaire, son adversaire se rue dessus et continue à le frapper au sol, je pense que bien évidemment, pour le commun des personnes qui ne sont pas éduquées sur le sport, bah, bien évidemment, c'est violent. C'est violent. Mais je pense que si on compare toutes les blessures graves et qu'on compare, enfin, qui arrivent en MMA, et si on compare par exemple à la boxe, euh, je pense que sur le long terme, c'est mieux de faire du MMA que faire de la boxe. Hein. Quand tu fais un combat de boxe, 12 rounds, c'est des gants de 10, 12. Enfin, tu t'en prends des coups dans la gueule sur une carrière, en fait. Alors qu'en MMA, bon, avec des gants de 4, tu te fais attraper à la pointe du menton, c'est terminé. Hein. C'est bon. Hein. Donc oui, bon, le sport avait une mauvaise image, mais je suis vraiment fier et heureux de voir comment ça a pu évoluer et aussi rapidement. Hein, aussi rapidement. Je veux dire, c'est extraordinaire qu'on ait pu enfin avoir du MMA et quand enfin la scène française a explosé, ça a été très vite. Hein. Je veux dire, Bellator, UFC qui arrive en septembre. Je vois l'événement Ares aussi, MMA GP. Qu'est-ce que j'ai entendu? Il y a pas mal d'événements. En fait, même en Asie, j'entends encore beaucoup de ce qui se passe en France. Mais je pense que l'événement de septembre, et même si c'est pas vraiment un UFC avec un numéro, ça reste quand même un Fight Night, ça va être lourd. Ça va être pour la scène française, c'est extraordinaire. J'ai même du mal à y croire que ça va arriver. Et moi, je serai en Asie, je le regarderai live de Bon, Saigon au Ho Chi Minh City, et quand je vais entendre Bruce Buffer dire live from Paris, putain, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Arnaud, j'aimerais qu'on en revienne Ouais. à toi. Je voudrais parler du style, s'il y avait un style qui te définit en tant que combattant. Je parle, tu sais, est-ce que tu préfères la lutte, la boxe, qu'est-ce que tu préfères? Et aussi, deuxième question, euh, d'où te vient ce cœur, parce que j'ai pu regarder tes combats, vraiment Ouais. entrer dans, dans l'octogone, on pouvait te voir vraiment aller à la bagarre. Est-ce que c'était ta stratégie d'être comme ça ou vraiment c'est parce que t'aimes ça, t'aimes en... Alors écoute, si on vient sur la question, quel est mon style, je pense pas que j'ai vraiment un style. Euh, Moi, j'ai toujours été, j'aime beaucoup Dan Anderson. Je pense que d'ailleurs mon premier coach Mathieu Nico a aussi été très fan de Dan Anderson. Donc j'aimais le côté, voilà, frappe lourde, clinch, et puis si ça va au sol, voilà, on essaye de dominer à ce niveau-là. Moi, j'ai toujours aimé me battre, en fait. C'est dans mon sang. Hein. Je pense que ça vient du fait que je suis tombé dedans un peu comme Obélix avec la potion magique. Mon père m'a mis dedans quand j'étais très jeune. Donc, tu te mets à vraiment prendre plaisir. De là à dire que j'ai pas peur quand je vais dans la cage, c'est une ineptie. Ce serait une bêtise monumentale de dire que je n'ai pas cette petite appréhension. J'ai toujours dit que le gars qui va se battre et qui n'a pas peur, c'est un fou. Tu vois, ou un menteur. Et moi, je le dis, le jour où quand on m'envoie le contrat, quand on m'envoyait le contrat, quand One m'envoyait un contrat, j'avais toujours un petit pincement au cœur. Je me disais, bon, eh ben, on va essayer de faire une belle prépa, on va essayer de ne pas se blesser, et puis tu vois,
et de prendre plaisir dans le sport parce que on n'est pas non plus payé des milliards. Moi, j'ai toujours eu un travail à côté, bien évidemment, pour pouvoir payer le gros de mes dépenses. Combattre, ça a toujours été un petit extra. Les gens qui pensent qu'on en vit, c'est. Il y en a qui en vivent, attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense que c'est 1% des gens. On avait déjà eu cette discussion, j'avais eu cette discussion avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'admire un peu, qui est un combattant français qui est extrêmement intelligent, Michael Lebout. Tu ne peux pas forcément vivre de ce sport et c'est ce qui fait que c'est difficile et c'est ce qui fait que c'est un sport qui te fait beaucoup de sacrifices en fait, personnels, financiers, émotionnels. Donc, ouais, combattre a toujours été un plaisir parce que je pense que c'est quelque chose dont j'aurais pu m'en passer. Moi, maintenant, je suis dans le milieu du fitness. Voilà, j'ai géré l'ouverture des salles UFC Gym en Asie du On va en Sud-Est, parler. surtout sur Vietnam. Voilà. Je vis bien de ma carrière en dehors de la cage. J'ai jamais fait des sommes extraordinaires en combattant à ce niveau-là. Pour me recentrer sur ta question, moi, j'ai toujours eu peur au moment où je signe le contrat. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours cette appréhension. Je dis, je signe et c'est bon. C'est fait, tu as signé, c'est bon, maintenant tu t'es engagé. Et je fais ma prépa. Je prends beaucoup de plaisir dans ma prépa, énormément. Avant, je la faisais à Tiger Muay Thai. J'étais très, très proche de Roger Huerta à une époque, qui était peut-être un des meilleurs combattants, peut-être mon combattant préféré à l'UFC. Il était extraordinaire. Et je me faisais atomiser pendant 8 semaines. Et après, j'arrivais au combat et j'étais content. J'étais en backstage, c'était génial. Je pensais à mon entrée. Je voulais, tu vois, divertir les fans. Et alors, quand tu es derrière le rideau, crois-moi, et mes coachs pourraient témoigner. À chaque fois, je me retourne vers mes coachs et à chaque fois, je leur demande, mais pourquoi je fais ça, tu vois, pourquoi je veux combattre? J'ai toujours cette peur, en fait, derrière le rideau. Mais alors, dès que le rideau ouvre, c'est tellement de bonheur et de plaisir. Je pense que c'est quelque chose que peu de gens peuvent comprendre, en fait, ce qu'on appelle le walk-in. Tu sais, quand tu passes le rideau, que tu as ta musique qui commence, quand les fans crient ton nom et que tu marches vers cette cage, c'est tellement d'amour, tellement de plaisir, en fait. Parce que tu te dis, demain, ce sera peut-être fini. Tu vois, c'est peut-être le dernier combat. J'ai eu un très mauvais combat en 2015. Tu te dis, c'était peut-être le dernier. Puis je suis revenu après cette cuisante défaite. Et à chaque fois, tu dis, c'est peut-être le dernier. Ouais, je compare ça à une drogue, en fait. Tu sais, tu sais que tu vas te faire mal. Tu sais que quand tu vas dans le combat, c'est difficile de se dire, je vais ressortir indemne, tu vois. Mais tu y vas quand même parce que c'est tellement de plaisir, en fait, c'est tellement de bonheur, c'est une communion, en fait, tu sais, il y a tellement peu de personnes qui, une fois dans leur vie, rentreront dans une cage face à, je sais pas, 15, 20 000, 25 000 personnes. Singapour Indoor Stadium, c'est 21 000 personnes, donc, tu vois, rien que d'y penser, ça me refile la chair de poule, cette connerie. Ouais, donc, voilà. Ouais, je prends plaisir, je dis pas que j'ai pas peur, mais c'est vrai que j'aime combattre, hein, je vais pas te mentir, quoi. Quand tu as ça dans le sang, tu as ça dans le sang, quoi. Et ça va être Et dur de raccrocher, ça va être dur de raccrocher. On en parlait avec mon combattant préféré, alors, et je suis sûr qu'il va peut-être nous regarder, Anthony Rea. Mon Anthony, si tu nous regardes, voilà, c'est pour toi, mon loulou, Anthony Rea, c'est un vrai kiff, ce mec. Voilà, s'il ne devait en rester qu'un en France, ce serait Anthony Rea. Mais ouais, et lui aussi, il est sur la fin. Il va s'en refaire un à la fin de l'année. Et ouais, c'est dur. Hein, quand tu arrives sur la fin, tu savoures tous ces petits moments. Tu vois, moi, j'adore l'entraînement, j'adore me battre. Je suis à 42 ans et j'ai l'impression d'être à mon pic physiquement. Tu vois. Donc, qu'est-ce que je parle, moi? Putain, je suis saoulant. Je suis sûr que vous avez déjà zappé les gens. Vous êtes déjà partis. Déjà. non, Je parle. Faut que tu coupes. Faut que tu coupes. c'est dur de raccrocher, tu dis. Ouais. Est-ce que du coup, tu comprends des combattants tels que des Anderson Silva qui, tu vois, combattent encore aujourd'hui, n'arrivent pas, justement, qu'on les Bien voit, sûr. des Diego Sanchez, des combattants Ouais. qui n'arrivent pas à raccrocher. Est-ce que toi, tu es dans ce cas-là, quoi, vraiment? Écoute, c'était Georges Saint-Pierre, si je ne m'abuse, qui avait dit c'est un luxe de pouvoir quitter le sport avant que Avant le que sport te t'arrêtes. fasse raccrocher, tu vois. Là, dernièrement, alors je vais même pas, tu vois, parler des Diego Sanchez ou des Anderson Silva. Je vais parler d'un gars que j'ai eu dans mon podcast il y a quelques temps, qui était vachement intelligent, qui était super intéressant à écouter, Kevin Fall, qui lui a annoncé après son dernier combat qu'il raccrochait.
tu vois, alors qu'il est encore à son prime, le gars. Et tu vois, je me dis, est-ce que c'est juste qu'il a eu les mauvais adversaires au mauvais moment? Parce que c'est une brute, hein. Quand tu regardes son combat, tu dis, attention, le coco, il est bon, quoi. Il est dans le top du panier français. Mais juste parce qu'il n'a pas les victoires qu'il aurait dû avoir en fait dans sa carrière, est-ce qu'en fait, il ne prend pas une décision un peu rapide? Moi, j'ai eu des mauvais combats, j'ai eu des bons combats, j'ai perdu des combats que j'aurais dû gagner, j'ai gagné des combats que j'aurais dû perdre. Tant que la mentalité de combattant est encore là et que ton corps suit, pourquoi raccrocher? J'ai jamais vraiment compris les gars qui disent bon, je raccroche et qui reviennent pour un combat et qui raccrochent. Tu vois, bon, tu vois, Benji Penn, c'est une putain de légende. Mais il nous l'a fait quoi? 3 fois, 4 fois, Benji Penn? Ouais. Allez, je raccroche, c'est fini, je reviens. Ah, je raccroche, c'est fini, je reviens. Moi, je n'ai jamais raccroché. Je suis encore là. Si j'ai l'opportunité d'avoir un vrai combat, si financièrement c'est logique pour ma carrière, je dis, pour mon expérience, et que l'adversaire vaut le sacrifice, tu vois, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je me sens encore bien. J'ai des petites blessures, bien évidemment, parce que j'ai plus 20 ans. Mais je pense que plus tu vieillis, en fait, plus tu développes une nouvelle vision du combat. Tu t'apprécies plus la préparation. Tu es plus intelligent de ta préparation. Donc, forcément, à l'opposé des petits jeunes de 25 balais, bah, j'ai plus de blessures qu'eux. Mais par contre, je suis plus malin dans ma façon d'approcher le combat. Tu vois? Donc, je pense que dans un combat face à un gars plus jeune, j'aurais bien évidemment besoin de manager sa fougue, mais je pense que sur 3 rounds de 5, je pense que si on arrive dans le dernier round, peut-être que là, il se dirait oh merde, je suis avec un vieux de la vieille et lui, il veut pas raccrocher, tu sais, comme le vieux chien qui veut pas, qui continue d'aboyer, tu sais. Donc, pourquoi pas, on verra. De toute façon, j'ai pas encore accroché. Je pense que éventuellement, peut-être que mon loulou, notre loulou, Amaury Torines, essaiera de faire quelque chose arriver Il y a des avant la managers fin de l'année. qui vont écouter ce podcast. Ouais, il y en a plein. On va bien trouver quelque chose qui a un sens pour faire revenir The Game une dernière fois en France, peut-être en 2023. Ce serait pas mal, tiens, 2023. Déjà que je serai en France en octobre. Si vous écoutez le podcast, mes amis, en octobre, allez, on va faire un petit séminaire, quelque chose, un petit stage. Je serai sur Paris en octobre. Ouais, Donc voilà. j'ai l'impression. Ouais. En plus, en termes de show, justement, on y vient. Tu es quand même, j'ai envie de dire, assez agréable à regarder. Moi, je te tire mon chapeau pour tes. Oui, alors écoute. Attends, attends. On va rester sur le professionnel. On n'est pas obligé de parler du physique. Je sais que voilà, bon, je suis quand même quelqu'un de Je trouve que physiquement. ton image, avant de rentrer dans l'octogone, elle est travaillée. Tu peux pas dire. Tu... J'ai pu voir un petit, comment dire, un petit highlight de simplement tes entrées Ouais. au pied. C'est vendeur, c'est du délire et ça me faisait penser un peu à, j'ai plus le nom du combattant là, il y avait un combattant à l'UFC qui faisait la même chose. Tu sais, celui qui avait un passé de braqueur là. Ah, Limeray. Ouais, à un moment, tu as fait une entrée à la Limeray. Franchement, ça Ouais. te Tu fout le vois, camp. j'avais même pas pensé à Limeray. Moi, j'ai toujours été Sakuraba Kazushi. Comment ça t'est venu d'utiliser des costumes, de faire le Ouais, prise? des costumes, des masques, la musique. On va rendre quand même à César ce qui est à César. Tu vois, j'aime pas tirer sur la couverture quand l'idée ne vient pas de moi. Mais quand Dare Championship en Thaïlande, donc c'était un peu le gros événement qui allait arriver en Thaïlande. C'est pas vraiment le CEO, mais le matchmaker, le gars dans l'ombre, en fait, qui s'appelait John Nat, qui était un pote à moi, qui a réussi à me remotiver à remettre les gants quand j'étais en Thaïlande, m'avait dit en rigolant, il me dit il faut que tu sois différent. Tu vois, il y a tellement de combattants de nos jours, et c'est ça le problème, c'est que la plupart des combattants ne savent pas se vendre, ils savent plus se vendre, les gars. Il faut, tu vois, comme dirait l'autre, perdre ou gagner, c'est pas important. L'important, c'est que les gens aient envie de te voir. Tu vois, c'est pour ça qu'on en parlait hors antenne juste avant Conor McGregor, par exemple. J'ai jamais rencontré Conor McGregor, mais j'ai rencontré Kobe Galvington et je sais que son personnage de bad boy, c'est complètement faux. Le gars, on en parlait avant, il était adorable avec moi, il était gentil, c'était pas le mec que je voyais à la télé, tu vois. Et ben, moi, c'était un peu pareil. J'ai voulu renvoyer. C'est l'entertainment business, tu vois. Il faut que les gens aient envie de se mettre sur, à l'époque, c'était ESPN ou Fox Sports, et envie d'acheter leur ticket. Derrière, il y a un gars qui met ses couilles sur la table et qui organise ce genre d'événement. Donc, il faut bien évidemment, lui, il fasse de l'argent. Tu ne peux pas faire de l'argent sans que lui, il fasse de l'argent. Donc, si personne ne vient te voir, eh ben, c'est possible qu'il n'y ait plus d'événements dans le futur.
et où tout simplement on t'appelle pas pour revenir combattre. Donc bah voilà, on est venu avec l'idée avec John Nutt, et il m'a dit, tu sais, il faudrait que tu sois différent, il faudrait que, je sais pas, rien à foutre, rase-toi le crâne, fais-toi un mohawk, teins-le en rouge, et on te trouve une musique de malade et tu rentres et tu prends la foule avec toi et tu fais un truc de malade. Et on a rigolé, je lui ai fait, tu sais quoi, ouais, pourquoi pas, on va le faire, tu vois. Et puis ouais, puis on a fait un mohawk, on est rentré, il a trouvé une musique à l'époque, c'était Justice Genesis. Il m'a dit, je t'ai trouvé une musique, c'est de la balle. Il m'a fait écouter la première fois, je fais, hein, pas fan. Si, écoute-moi, crois-moi. Et voilà, et le personnage de The Game a vraiment explosé avec Dare, avec ce fameux combat face à Chris Aja. Et ouais, et même moi, je pense que je me suis pris au jeu vraiment. Tu sais, je suis rentré là-dedans et je me suis dit, putain, mais tu vois, quand tu survends un peu le personnage, quand entertain, quand les gens sont happés par ton entrée, il y a une énergie qui est différente en fait. Tu sais, c'est un peu comme le fanboy qui va voir son groupe préféré. Il est là, il hurle, il gueule, et ça donne encore plus d'énergie au groupe derrière. Donc le groupe, il joue encore mieux, tu vois. Et quand je rentre un petit peu, déjà, je pense plus au combat. Je suis dans mon trip, tu vois. J'essaie que les gens prennent plaisir à me voir performer. Et puis, ça te donne vachement d'énergie, quoi. Quand les gens gueulent ton nom, quand ils sont là, quand ils attendent ton entrée. Donc voilà, on a créé ce personnage. Et puis, bah, ça a fait un peu boule de neige, tu vois. Après, One Championship m'a signé. Et puis, il y a eu le combat avec Choi. Et puis voilà, je crois que le combat avec Choi, c'est ce qui a vraiment commencé à lancer, faire que ma carrière a explosé en fait. C'était, je crois que mes entrées à One, il y a une vidéo à like qui a 29 millions ou 30 millions de vues. Voilà, bon, j'ai malheureusement pas pris 10 centimes à chaque fois qu'il y avait une vue, sinon je serais riche. Mais mais au moins ça m'a fait un petit nom et ça m'a ouvert des portes sur des gros combats, quoi. Donc, Ouais. 2000, tu rentres au One FC? Ouais, 2012, je rentre au NFC. 2012, ouais. Bah déjà, 10 ans, putain. Ouais, 10 ans. Ça va Et vite. Ça va vite. est-ce que pour toi, c'était un objectif de rentrer dans cette organisation, ou bien sûr, on va pas se mentir, tu avais l'UFC en tête, vu que c'est là-bas qu'il y a les meilleurs Ouais, combattants. ouais, j'avais l'UFC en tête, en fait. J'avais l'UFC en tête. Je venais de battre Aja 2012. Et à l'époque, One venait de faire leur premier show, en fait. Voilà, ils avaient fait un show à Singapour. J'avais rencontré à l'époque, que je ne dise pas de bêtises, bon, j'ai oublié son nom, le CEO, le premier CEO de One Championship, voilà, le Philippin, ça va me revenir. Non, ça va pas me revenir. Bon, pas vraiment important. Il m'avait vraiment vendu son concept, son projet. Je sais pas, je me suis dit, c'est soit tu te mets sur la touche et t'attends d'avoir la chance d'avoir un coup de téléphone de l'UFC, hein, et qui te disent, bah voilà, on te signe, ou alors tu essayes One, et puis bah advienne que pourra, quoi. Advienne que pourra. Et puis bon, l'offre financière était modeste, mais je me suis dit, bon, écoute, c'est peut-être l'occasion, il y a du potentiel. Ils m'avaient invité à leur deuxième événement en VIP, tu vois, j'y étais, et franchement, j'avais pris plein la gueule. Je me suis dit, putain, waouh, putain, c'est pas l'UFC, mais c'est déjà, c'est l'UFC Asie, tu vois. Asie, Et comment? Pardon? en Asie, c'est les numéros 1. Ah ouais, on avait, puis de loin. Quand tu vois le nombre de vues, quand tu vois la réputation, je pense que de loin, One Championship sont les leaders du marché. Après, on ne parlera pas de l'aspect financier parce qu'ils ont eu quelques difficultés ces derniers temps. Mais au niveau de, Euh, pas te couper, mais au niveau de la communication, enfin, ils ont vraiment innové sur des choses. Je crois que les combats Bien sont sûr. diffusés sur YouTube. Il y a aussi Mhm. les enfin, vraiment, ils ont voulu créer quelque chose de différent de l'UFC, quoi. Ouais, bah, ils sont partis, je pense, hein. Après, c'est le côté PR marketing, l'expert qui parle. Je pense ils sont partis en se disant, on va essayer de générer un maximum de vues, quelle que soit la plateforme, quelle que soit la méthode utilisée. Donc, ils sont partis 100% gratuits, accessibles sur leur plateforme, sur leur app One, sur YouTube en Asie, tu peux le regarder gratos et tu peux revoir tous les événements gratuitement.
ils ont une plateforme marketing qui spamme leur Facebook. Donc, bien évidemment, quand c'est gratos et que le contenu est plutôt intéressant, tu génères un maximum de vues. Après, est-ce que tu peux comparer, je ne sais pas, une dominance de vues gratuites à une dominance de vues payantes aux États-Unis? Tu vois, le principe n'est pas le même parce qu'aux États-Unis, c'est du pay-per-view. Donc, tu veux le voir, tu payes. Donc, est-ce qu'il faut mieux avoir, allez, je dis ça un nombre au hasard, hein, mais 1 million de personnes qui achètent leur pay-per-view pour, je sais pas, $45, $60, ou 30 millions de personnes qui regardent l'événement, mais au final, qui ne payent pas? Il faut quand même pouvoir monétiser après ton truc, tu vois. Et là, c'est le problème, je pense, que ONE FC a en ce moment, c'est qu'ils ont du mal à transférer toutes ces vues gratuites vers une monétisation. Donc, je leur souhaite bien évidemment de trouver la solution et de pouvoir enfin pouvoir monétiser. Parce que sinon, à moyen ou long terme, un projet comme ça, même si tu as 1 milliard de vues et que personne ne paye, tu vas quand même te casser la gueule à un moment ou à un autre. Il faut que tu puisses générer de l'argent, tu vois. Donc, voilà. Mais donc, ouais, moi, je signe à ONE et puis on a vu la suite. J'affronte Choi et sur le backstage, on m'avait dit, j'avais entendu dire qu'il venait de signer Shinya Aoki. Je faisais non, vous n'avez pas réussi à signer Shinya Aoki, tu vois. Moi, j'étais un gamin à l'époque, Shinya Aoki. Je me suis dit, putain, Shinya Aoki, ils viennent de signer Shinya Aoki. Et ouais, fin du combat, je me rappelle, j'avais ce corner, j'avais Matt Pellino, j'avais Luc Rousseau qui vient de s'installer en Asie du Sud-Est avec moi. Et j'avais dit, si je gagne, je le fais. Je bats la race, je prends le micro et je le call out. Et voilà, et j'ai pris le micro et je venais de battre son training partner. Donc j'ai dit, je vais. Voilà, j'avais demandé Victor Cui. Voilà, Victor Cui, le CEO. J'avais dit, Victor, écoute, j'ai entendu dire que tu viens de signer Shinya Aoki. Voilà, on n'a qu'à faire The Game versus Aoki au prochain événement. Et ouais, comme diraient certains, j'ai pété un peu plus haut que mon cul, quoi. Je suis passé, d'un un bon combattant, pardon, à une putain de légende, à un tueur, quoi. Donc forcément, et je me suis dit un peu. Pardon? Il t'a battu round 1 par triangle. Ouais, il m'a one-shoté. Et je me suis, et les gens, enfin, tu sais, c'est affronter Aoki, c'est déjà t'affrontes comme une idole, tu vois. Donc déjà, j'étais pas vraiment dans le combat, tu vois. J'ai fait ma prépa comme il faut. Je vais pas commencer à me trouver des excuses. J'ai fait une belle prépa comme il fallait. J'étais bon, j'étais sharp, j'étais prêt. Et non, et la veille du combat, il a fait des déclarations en disant qu'il allait boxer avec moi. Et moi, j'y ai vraiment cru. Je me suis dit, il aurait les couilles de le faire. Et bah, écoute, vas-y, mon loulou. Voilà, j'étais spectateur de mon propre combat quand il est arrivé dans la cage, tu vois, j'étais en train de chanter sa musique d'entrée, tu vois, le Baka Survivor, je kiffais, je me rappelle m'être retourné vers mon corner, c'était Samuel Jouvet. Je sais pas si Samuel, tu regardes, je te fais des bisous. Je crois que je lui avais dit au début du combat, je lui fais, on se fera une selfie après le combat, tu vois, avec lui, tu vois. Je crois qu'il m'avait gueulé dessus, il avait fait, arrête, mais t'es con ou quoi, et j'étais pas dedans, tu vois, j'étais spectateur de mon propre combat. Il était là, il était présent, il a fait ce qu'il avait à faire, il a même pas boxé, il m'a rentré dedans, il a une force de malade, le mec, c'est un gorille quand il t'attrape. Les gens se rendent pas compte de la puissance qu'il peut générer. Quand il m'a attrapé, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a mis au sol et puis voilà. J'étais tellement dans le combat que j'avais dit avant à mes corners, je fais quoi qu'il se passe, de toute façon, je tape pas. Et puis, on a vu ce qui s'est passé. Il m'a pris dans un triangle. Et puis, je m'étais dit, tu tapes pas, tu sais, avec un peu de chance, le gars, il va merdouiller. Puis, tu vas lui passer sa garde, un truc comme ça. Puis, il m'a pris dans un triangle. J'ai fait dodo. Et puis, voilà. Je crois que sur toute sa carrière, je crois que je suis le seul qui n'est pas tapé et qui s'est fait endormir. Et qui s'est réveillé quelques minutes plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Mais bon, j'ai toujours un peu de nostalgie quand je parle de ce combat, parce que c'est vrai que c'est pas un rêve brisé, mais je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux que ce que j'ai montré au monde, en fait, dans ce combat-là. Mais bon, hein, voilà. Comme on a dit au début de l'interview, il faut mieux des remords que des regrets. Je l'ai fait. Bon, voilà. Donc, il y en a plein qui sont passés après moi, y compris des 40 secondes, des one-shots. Mon pote Ifting, qui est une machine de guerre, il a pris 38 secondes, un truc comme ça. Bon, tu sais. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'est le phénomène Shinya Aoki. Quand il a vraiment envie de te battre, il te défonce. Et quand il n'est pas là, c'est bizarre. Des fois, il est bizarre, les combats. Bref. Et donc là, on a parlé de cette défaite. Ouais. On était coupé, tu disais?
ta plus belle victoire de cette Oh, c'est en combat? dehors. Quoi, professionnellement, parce que sinon, ma plus belle victoire, c'est en dehors de la cage, hein, bien évidemment. Hein, Finalement, bien voilà, sûr. c'est mes deux petits, mes deux anges. J'ai deux petits garçons qui sont ma vie, qui sont tout pour moi. Ethan et Logan, voilà, qui sont deux half-blood. Ils sont moitié français, moitié vietnamien, et c'est toute ma raison de vivre. Donc ça, en dehors de la cage, voilà, c'est la réponse, c'est facile à trouver. C'est mes deux petits princes. Mais sinon, dans la cage, c'est difficile, c'est difficile. C'est bizarre parce que si je te disais, si on parle de performance-wise, je pense que mon combat à Dare Championship, la demi-finale du tournoi à 1 million quand j'ai affronté Chris Sadja, parce que c'était le combat de l'année en Asie du Sud-Est. C'était Aja, The Game. Aja, il était invaincu. Il dominait tous les tournois en Jiu-Jitsu. Je l'avais pris en Jiu-Jitsu 6 mois avant, en finale de la Coupe de Bangkok. Et je m'étais déboîté le coude en essayant de sortir d'une de ses soumissions. Donc l'enjeu était important. Voilà, il m'avait battu en Jiu-Jitsu. Le gars, il était invaincu. Il venait de battre l'élève de Ray Elby du Tiger Muay Thai. Il y avait beaucoup de pression derrière, en fait. Et je m'étais dit, putain, ce serait quand même top si je pouvais prendre ma revanche, en plus en le soumettant. Tu vois. Et il fait une bêtise et je le soumets. Et ouais, c'était lourd à ce moment-là. Je me suis dit, putain, même moi, j'en revenais pas. Tu vois. Si tu regardes la fin du combat, je crois que je me mets à genoux au milieu de la cage et je suis en train de faire, qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, je l'ai fait taper, tu vois. Mais sinon, psychologiquement, la plus grosse victoire, c'est mon dernier combat en 2017, parce qu'en 2015, je fais un combat, je merdouille, je n'applique pas la stratégie qu'on a mis au point, je me fais casser le visage, je me fais casser le nez, la pommette, l'arcade, c'était sale. J'ai passé une semaine à l'hôpital, voilà, on a dû tout refaire, tu vois, pour que je ressemble à quelque chose. C'est le phénix, c'est revenir, c'est le plus dur, tu vois. C'est vraiment difficile en fait, parce que déjà, quand on te refait la gueule, tout redevient très sensible. Tu sais, le premier jab que tu prends dans la tête, tu as les larmes aux yeux. Tu fais, oh putain, ça fait mal, tu vois, parce qu'on t'a refait le nez. Tu as beaucoup d'appréhension parce que tu as les démons de ce combat qui te reviennent tout le temps à l'entraînement. Tu vois, tu as peur du premier sparring. Quand tu signes le combat, tu dis, est-ce que tu es vraiment prêt psychologiquement à refaire ce genre de truc? Parce que ça peut se reproduire. Tu peux te refaire casser la gueule encore une fois, tu vois. Donc, remonter dans la cage, quel que soit le gars en face, et te dire, bon, ben voilà, c'est là, on retente le coup. Je pense que c'est ce qui est le plus dur, en fait. Parce que quand tu tombes de cheval, tu n'as pas envie forcément de remonter sur le cheval, tu vois. Donc voilà, ouais, l'adversaire c'était pas le calibre d'un Shinya Aoki, mais c'était un gars qui était à One, qui était un bon striker, qui avait fait une grosse prépa avec la team Lakai. Voilà, on savait que si je faisais trop le malin debout, ça pouvait mal se tourner. Et puis le combat s'est bien passé, quoi. Je lui mets la pression debout, je le mets au dos, je le mets sur le dos et je le tape et je le fais taper par arm triangle de bras. Donc voilà, c'était plein d'émotions ce jour-là, parce que je me suis dit, putain, si je me refais casser le terrain, ou tu vois, c'est comme on dit, quand tu gagnes, t'es au sommet de l'Everest. C'est un film de fou. Mais quand tu te fais défoncer la gueule et que tu passes une semaine à l'hôpital, faut le vouloir après se remettre à l'entraînement et retourner au charbon, quoi. Ça, les gens ne se rendent pas compte. C'est pour ça qu'on fait une différence entre un match et un combat, tu vois. Il y a des matchs de jiu-jitsu, mais il y a un combat de MMA, c'est différent, quoi. C'est dur psychologiquement, physiquement. J'aimerais que les gens, au moins, c'est quelque chose qui est blessant, en fait. Ce qui est blessant, en fait, c'est les critiques que tu peux lire sur Internet. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au début de ma carrière. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre, en fait. Parce que les gens ne voient pas tous les sacrifices qui sont derrière, en fait. Les heures d'entraînement, les soirs où tu rentres tard, tu es fatigué. Il faut quand même que tu souris à tes enfants, parce qu'ils sont pour rien. Ils sont là, ils ont envie de voir leur papa, tu vois. Toutes les soirées où tu peux pas bouffer comme tout le monde parce que tu fais un régime, tous les moments où ta femme te dit, tiens, on va aller faire ça, et tu vas, moi, tu sais, je suis fatigué, j'ai pas le temps, j'ai le combat qui arrive, il faut que je fasse. Voilà. Et voilà, quand tu perds, et que tu perds sale, et qu'en plus tu as vendu le combat pour que les gens aient envie de le regarder, et ben quand tous les mecs qui sont jamais pris un pain dans la gueule te mettent des commentaires sur Facebook ou YouTube en disant, moi, si j'étais dedans, j'aurais fait ci, ou oh là là, c'est un comique, tu vois, c'est un clown. Ça blesse au début, ça blesse, c'est dur. Je pense qu'il y a pas mal de rêves qui ont été brisés à cause
du troll d'internet qui juge sans savoir exactement ce que tu as pu mettre derrière. Voilà. Donc moi j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup d'énergie et à passer outre en fait. Maintenant quand quelqu'un me juge sur internet ou dit de la merde, bon bah, ça me fait rire, ou si vraiment le gars il est impoli, je le vire, je le blacklist. Avant je partais à la caca. Maintenant je glousse un peu, tu vois. Je pense que c'est l'expérience et la sérénité et le poids des années, mon petit Kevin, le poids des années. Yes. Qu'est-ce que J'aimerais je parle, putain. intéressant, c'est intéressant. Et j'aimerais Ça qu'on va. parle. Donc, tu es responsable des UFC Gym, de Ouais, l'ouverture. ouais, Comment, ouais, ouais, ouais. Comment ça s'est passé? ouais, comment ça s'est passé? Aujourd'hui, tu t'entraînes, j'imagine. Je sais aussi que tu fais du coaching. J'imagine que c'est dans ces salles, du coup. Ouais. Alors écoute, c'est plus compliqué que ça en fait. Il y a quelques années, donc j'ai été approché par une des marques qui domine le milieu du fitness en Asie, qui s'appelle California Fitness Yoga Center. Voilà. Ils m'ont demandé si j'étais prêt à travailler pour eux en tant que master trainer. Donc c'est expert, entraîneur expert. Voilà. Ils voulaient quelqu'un, je pense, pour pouvoir faire cette partie arts martiaux. Et puis un jour, ils m'ont appelé dans leur bureau en disant bah écoutez, on a pour projet d'acheter la marque UFC Gym et on voudrait que tu t'occupes de staffer, donc de trouver l'équipe, en fait, de monter l'équipe pour pouvoir gérer la salle. Il nous faut un prof de jiu-jitsu, il nous faut un prof de lutte, il nous faut un prof de Muay Thai, il nous faut, voilà. Et ils m'ont envoyé à Las Vegas 2 fois pour d'abord comprendre le concept UFC Gym, mais après ils m'ont renvoyé là-bas pendant l'UFC 200 pour pouvoir pour le business tout simplement, hein, pour pouvoir continuer à créer ce lien entre la maison mère en fait qui est située à Orange County, près de Las Vegas et Saigon. Et Alors, voilà. Et donc, oui, toi, quand tu es arrivé là-bas, que tu as été au PI, justement, je ne sais pas ouais. si Griffin, je crois que c'est lui qui est en charge de faire visiter les locaux. Alors, Forrest Griffin, lui, il est à l'Apex. Il est à l'Apex, qui est un petit peu différent, en fait. C'est le centre d'entraînement pour les athlètes, en fait. Donc, il n'est pas Ah oui, totalement lié à l'UFC Gym. Voilà. Mais moi, quand j'étais à l'UFC Gym, au home office UFC Gym, il y avait Cub Swanson qui était là. ok. Voilà, qui était pareil, tu vois, qui était Et qu'est-ce que, adorable gars. Pardon? quand tu es arrivé là-bas, qu'est-ce que tu en as pensé de cette structure, toi qui t'entraînais, je pense, pas dans des salles aussi Ouais, équipées? c'est le concept à l'américaine, en fait. Tu sais, ce qui est bluffant, en fait, c'est d'arriver de là-bas et d'avoir l'impression que tu as 20 ans de retard, en fait. C'est le professionnalisme, en fait. Tu sais, tu arrives dans le truc et tu te dis, mais c'est pas possible que ça existe, en fait. Tu vois, t'as 3 octogones, tu as un terrain, un tapis de crossfit, tu as une zone crossfit, tu as des coachs qui savent exactement comment tu entraînes un athlète pour le MMA, tu vois, c'est pas le mec, il sait exactement quoi faire, comment le faire. Euh, le marketing qui est derrière, les connexions qui se font entre bien évidemment UFC Gym et UFC, parce que bien évidemment les athlètes d'UFC travaillent avec UFC Gym, ils vont faire des séminaires, des stages. Donc voilà, t'es un peu comme un gamin qui va pour la première fois à Disneyland, quoi. Moi, je suis arrivé, je me dis c'est pas possible que ce soit comme ça, quoi. J'ai passé mon temps à faire des selfies, à parler avec tout le monde. Ah, je peux dire que j'ai rentabilisé le voyage, quoi, là. Donc, je suis rentré avec plein d'informations. Et puis après, faut que tu puisses les partager, les informations. Faut que tu puisses. C'est tellement facile d'y aller, mais de revenir après, il faut que tu puisses monter un truc qui fonctionne, quoi. Donc, ouais, quand je suis revenu à Saigon, j'ai expliqué comment moi je voulais transposer ça en Asie du Sud-Est, tout du moins au Vietnam au début. Et puis, on a monté la salle. J'ai eu une équipe qui a été très soudée jusqu'au bout. Et puis, malheureusement, la pandémie a eu raison de nous parce qu'il faut savoir que monter des salles comme UFC Gym, le branding, hein, le droit d'utiliser en fait la marque coûte une fortune. Hein. Tu peux pas, bien évidemment, dire que ta salle s'appelle UFC sans payer l'UFC. Et nous, la pandémie en Asie du Sud-Est et surtout au Vietnam a été sévère en fait. On a dû fermer les salles pendant 6 mois. Euh, donc voilà, il a fallu qu'on prenne des décisions et on a décidé à l'issue du contrat avec UFC Gym de rebrander en fait, de changer la marque pour pouvoir retomber sur nos pieds, pour pouvoir continuer à être profitable tout simplement.
Mais ça a été une sacrée expérience, hein. Je peux te dire que c'était quelque chose qui était magique. J'avais l'impression d'être un gamin, en fait. Ouais, j'étais comme un gamin, quoi. Le dernier jour, on est allé à un vin d'honneur. On est allé à un vin d'honneur de départ avec. Merde, j'ai le nom qui ne me revient pas. Rob McCullough. Rob McCullough, qui était un ancien combattant du WEC. Moi, que j'admirais, il était génial, ce gars. Et puis. Donc, je m'entends toujours super bien avec lui. Il me dit, viens, on va aller boire une bière à Huntington Beach, tu vois. Je fais, bah écoute, ouais, je vais pas rester comme un con, c'est le dernier soir. Et puis on arrive dans le bar et il me dit, attends, j'ai un pote qui passe, et son pote, c'était Tito Ortiz. Donc tu imagines ma gueule, quoi, voilà. Moi, j'étais comme ça. Je crois que mon anglais a complètement disparu. Tu sais, moi, je pouvais plus parler anglais. Je fais, OK, stop again, nigga. Il m'a regardé, et comme d'hab, tu vois, le gars, pareil, entre l'image qu'il renvoie à la télé, enfin, je veux dire, on a tous été fans de l'UFC, je dis pas de conneries, UFC 40, je crois, quand il a affronté Ken Shamrock. Et, tu te dis, c'est bad boy, quoi, le Tito Ortiz. Et non, en vrai, le gars, c'est adorable. Il est venu avec ses gosses. On s'est posé, on a bu une bière. Je lui ai posé des questions. J'étais comme un gamin, tu vois. Donc, voilà, il y a ce côté magique, en fait. Tu sais, c'est vraiment Disneyland, en fait. C'est vraiment Disneyland. Voilà. Et puis bah, maintenant, tout rouvre. Et puis, on domine toujours le Vietnam, en tout cas, avec nos centres California Fitness. Il faut vraiment les voir pour les croire, parce que c'est une structure qui serait difficile, je dirais, à mettre en place en France. D'une part, à cause de la culture, en fait. Il y a, même si les gens ne connaissent pas le Vietnam, c'est un pays qui est comme extrêmement safe. Tu vois, c'est quand même relativement safe. Il y a quand même il y a des valeurs qui sont différentes de celles qu'on peut avoir, par exemple, en Europe. Il y a souvent un respect par rapport au matériel, à ce qui est là. Il y a pas de casse, par exemple, tu vois. Le concept de tu respectes ton matériel, tu remets ton matériel. Donc, c'est vrai qu'on peut se permettre d'avoir des open space avec plein de matos, rien n'est dégradé, en fait. Donc, j'aimerais pouvoir qu'on puisse qu'on puisse mettre des photos de la salle, mais je pense que les gens ne réalisent pas ce qu'on peut avoir en Asie du Sud-Est. C'est un peu le concept à l'américaine, en fait. C'est extraordinaire, quoi. C'est bluffant. Ouais, c'est vrai, surtout, bon, bah, en France, on a quand même, les salles ont quand même progressé, mais J'imagine. on le voit qu'on est en retard comparé bah, à des salles, comme tu viens de le dire, Mmh. vers ou aussi en Amérique, quoi. Il y a du retard, quoi. Mmh, J'espère. Bien sûr. Mais comme tout, en fait, on va avoir un catch-up, en fait. Tu sais, c'est une question de mentalité, c'est comme le MMA, on a du Ouais, retard, mais on rattrape, on rattrape. ouais, Et c'est parce que, bien évidemment, il y a des gens qui sont à la tête de ces fédérations et qui ont un petit peu de jugeote, et que les mœurs changent, les gens deviennent peut-être plus éduqués, ils comprennent que maintenant, bah voilà, s'il remet pas sa dumbbell, ou s'il casse sa dumbbell, hein, c'est son poids, et il l'abîme, et bah, quand il reviendra la prochaine fois, bah, il y aura peut-être plus une dumbbell de 15 kilos. Donc les gens commencent à changer psychologiquement, et je pense que c'est un mal pour un bien. On va tous évoluer. Et c'est pourquoi, bien sûr, les UFC viennent en France. Et on aura peut-être des UFC chaque année maintenant en France. Et c'est comme super quand même pour la scène martiale française, quoi. Je veux dire, hein, on a quand même Tu des sacrés talents. tu veux dire un petit mot sur cette UFC, en France? Écoute, c'est difficile pour moi parce que je suis pas éduqué sur, je dirais, sur les talents français du moment, tu vois? Heureusement, j'ai mon loulou Amaury qui m'envoie des informations et qui me dit: «Ah, celui-là, c'est la nouvelle célébrité du moment, lui, il va tout tuer, il va tout déchirer». Donc moi, je suis pas. Par contre, si on parle Asie du Sud-Est et que tu me demandes quelles sont les célébrités ou les futurs prodiges qu'on va voir bientôt à One ou qu'on va voir à l'UFC, là, je peux en parler. Mais je suis pas la scène française, malheureusement, à moins qu'on parle bien évidemment des légendes du MMA français comme des Anthony Rea, les Fernandez, les Nicourt, ça, je peux en parler bien évidemment. Si, tu vois, par exemple, j'ai suivi que Karl Amoussou va bientôt va recombattre à Reims pour la 7. ceinture. Ouais, Ouais. à Reims. Et ça, tu vois, même ça en Asie, j'en ai entendu parler parce que je sais que c'est un gros combat. Et puis bon, voilà, Karl, quand même, attention, monsieur Karl Amoussou, si tu nous regardes, tu Yes. as voilà, tout mon respect. Et ça, c'est un gros combat que même moi, je vais essayer de choper pour le regarder, tu vois. Mais sinon, le reste, je suis pas. J'ai juste eu vent pour l'UFC en France, bah, que c'est Gann contre Tuivasa. Et voilà.
Je sais pas ce que pensent les Français du combat, mais en Asie, nous, il y a pas mal de mémés, de blagounettes sur ce combat où les gens disent: «Oh bah, Gane va dominer Tuivasa, mais ça va quand même être Tuivasa par KO». Tu vois? Parce que Tuivasa, il fait ça tout le temps, tu sais? Il se fait atomiser et puis un tampon et le mec, il tombe, tu sais? Donc les blagues qui circulent sur internet, c'est ça, tu vois? D'accord, Mais ça va. Bah, ouais, ça, ouais, les blagues qui circulent, c'est Gane va dominer tout le combat, mais c'est Tuivasa qui va gagner par KO. Non, moi, j'y crois pas, hein. Je pense que Gane va le Cyril est bien trop technique pour un gars comme Tuivasa. il a déjà J'ai rencontré pardon? tu l'as déjà rencontré des combattants avec ce pouvoir de KO Oui. et Non, il a su en fait. j'ai aucun doute qu'il va dominer, qu'il va faire une belle perf devant le public français. Non, il y a pas de. Mais je te dis, c'est la blague qu'on entend, hein, parce que Ouais, Tuivasa, ouais, c'est ça. Il se fait couper, à chaque fois, il envoie une cacahuète et il gagne. Donc voilà. Mais non, non, ça va. Je pense que c'est un bon matchmaking. Cyril a combattu déjà plus dangereux que Tuivasa et je pense que c'est bien. Ça va permettre de montrer, de performer devant son public, quoi. C'est une belle récompense quand même. C'est bien. super. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Il me reste juste un petit mot. J'aimerais qu'on parle Ouais. de ton podcast Ouais, vite fait. avec Taureau, que Ouais, j'y passe le avec mon loulou. Bon, on lui je passe pense le qu'il est bonjour, hein, désolé. il est encore là à ce nombre de minutes. Je lui passe le bonjour. Si tu n'as pas coupé des passages déjà. Ouais, ouais. Et bah oui, on a ce petit podcast qui tournait bien, qui tourne bien. On a mis un peu en pause parce que, bah, bien évidemment, on a tous les deux notre carrière. Amaury, qui est un agent d'athlète, il est un peu partout. Là, il était encore, si je ne dis pas de bêtises, il était à Samouraï MMA, il était au Québec Ouais. le mois dernier. Là, je l'ai vu sur ses photos, il était à MMA GP. Donc, bah, c'est un gars qui est busy, qui est talentueux. Donc, bah, bien évidemment, c'est difficile de mettre à jour nos schedules. Et puis, c'est un peu un petit frère pour moi. Il a une bonne mentalité. C'est un bon gars. J'aime beaucoup. Et puis, bah oui, puis ben voilà, on a ce côté agent d'athlète, d'un autre côté, moi, le combattant. Donc, on peut parler. On a ce podcast, on a des invités. On dit pas mal de conneries. On a des petits jeux. Voilà, là, on s'est un peu fait épingler par Alexandre Acarias, si j'ai bien cru comprendre. On a pris un copyright à Fragment. Donc, Alexandre, si tu nous regardes, voilà. Mais on va revenir prochainement. On travaille sur d'autres trucs. Et peut-être visiblement un nouveau concept. Ça sera toujours Game Talk, mais quelque chose de nouveau. Là, on se dit, on a mis ça en pause, on ne peut pas trop en parler, mais on va revenir encore plus fort et encore plus sale. Ouais. Parce que toi, Yes. Kevin, toi, tu es très propre, tu es dans la boîte, et voilà. On fait pas. Mais nous, on aime bien dire des grosses conneries quand même. On va avouer, ouais, hein, c'est un peu plus. La rigolade, vous aimez les sports de combat, vraiment allez sur ce podcast sur YouTube, Game Talk. Très, Ouais. très intéressant. Moi, j'en loupe pas un épisode personnellement. Voilà. Ouais. Euh, dans le canapé, tranquille, vous en avez pour votre. Regardez ce podcast. Vraiment, vraiment. De toute façon, ça sera mis en description. Ouais, Ben, n'hésite j'ai pas. trouvé à Maurice, j'avais posé une question Ouais. sur toi, juste. Mais manager un combattant comme toi, je vais te retourner la question. Je trouve ça sympa de faire l'inverse. Est-ce que toi, tu aurais aimé, je parle, enfin, tu es toujours combattant, mais tu Mhm. vois, au début de ta carrière ou avant même le ONE FC, est-ce que tu aurais aimé être managé par un manager comme Amaury, peut-être au Mais je vais te dire, et c'est quelque chose que j'aimerais conseiller à tous les petits jeunes qui se lancent dans le sport, je pense que c'est presque de nos jours fondamental d'avoir un manager. Je pense que c'est un must, hein, excusez-moi, je fais un anglicisme, mais moi j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu émotionnellement, c'était difficile. Je pense que le combattant, son boulot, c'est de combattre. Voilà. Et tu devrais pas avoir à négocier en ton nom, à discuter avec ces requins du MMA business qui vont faire tout pour essayer de t'avoir pour le moins cher. Et, bah, c'est leur boulot en fait. Leur boulot, eux, c'est de faire des matchmaking, c'est d'avoir des fight cards et de payer le moins cher et d'avoir les meilleurs combattants possibles, hein. C'est comme aller au marché et commencer à dire ils sont beaux mes poissons, tu vois. Donc, moi, si j'avais su, je pense que du premier jour, en fait, j'aurais eu un manager, j'aurais eu quelqu'un qui me prenait, je sais pas, 7, 8, 10% de mes fight purse, mais qui au moins gérait toute cette partie du combat qu'un combattant ne devrait pas avoir, c'est-à-dire l'aspect financier, heu,
et cette argumentation avec les requins du MMA business. Voilà. Donc oui, j'aurais aimé. Et j'aurais effectivement aimé avoir un gars comme Amaury parce que je pense que c'est un gars qui, en plus de bien faire son boulot, je pense que c'est un gars qui aime vraiment le sport euh, et qui fait bien son boulot. Il est cash quand il a affaire à un con, il le dit. Voilà, et quand il a affaire à un combattant qui est carré, et, il le dit aussi. Et je pense qu'on se serait bien entendu et peut-être qu'on serait allé encore plus loin que où je suis arrivé. Bon, peut-être que des fois, il m'aurait dit, vas-y, saute. Et c'est quelqu'un qui aime tellement ses combattants que des fois, il a peut-être trop de confiance en leur capacité. Mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est derrière toi et qui croit en toi, en fait. Donc, ouais, j'aurais adoré avoir un gars comme Amaury en tant que manager. Ouais. Bah, d'ailleurs, le petit gars, si vous cherchez un manager, Amaury, je pense qu'il est pas mal. Je pense que Amaury, hein. Oh, il te fait des bisous. Il te fait des bisous. Ça marche. Bon, ben, on arrive en fin d'interview. En fin d'interview chez After Fight, il y a le 5. C'est un petit quiz de 5 questions. Voilà. Ah, là, ça devient intéressant. Voilà, moi, je suis là que pour ça. Ouais. Moi, je suis venu pour le 5. Alors, vas-y, on balance. Désolé, Ouais, Arnaud. non, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Je peux quand même balancer. Vas-y, Loulou. Envoie à Kevin. Game Talk, allez regarder, vous allez rigoler. Moi, c'est ma préférée. Vraiment. Ouais. Alors, Conor McGregor ou Khabib Nurmagomedov? Le personnage, la carrière, quel combattant tu préfères? Ah, c'est une question de salaud, ça, quand même, Kevin. T'es dur. Là, t'es dur. Si je pouvais en garder qu'un? Ouais. Merde, t'es un enculé. Bah, je pense que malheureusement, pour ce qu'il a apporté au sport, attention, je ne parle pas de l'homme lui-même et de sa carrière, je pense voilà, je vais m'expliquer. Je vais choisir Conor McGregor parce qu'il y a pas mal de combattants qui peuvent vraiment lui faire un bisou et lui dire merci parce que c'est grâce à lui que pas mal de combattants ont rajouté un 0 à leur paycheck. Voilà. Je pense que voilà, Khabib, c'est Khabib. Je ne dirais pas que c'est le GOAT, mais c'est un des meilleurs lightweight de tous les temps, bien évidemment. Pour moi, c'est pas le GOAT, mais c'est un des meilleurs lightweight de tous les temps. Hop, j'ai tapé ma caméra, elle a failli descendre. Mais je pense que je choisirais Conor McGregor parce que Prime Conor, quand il était à 2 ceintures, bah, c'était quand même le combattant. Il se vendait bien, c'était pas Grinch, c'était pas. Il se vendait de la bonne façon qu'il fallait, et puis il a su apporter une exposition à notre sport et faire que d'un coup tout le monde commence à se tourner vers les mains et dire ah, merde, c'est qui ce mec-là, la Notorious Conor McGregor. Je crois que maintenant, de nos jours, même si tu connais pas le MMA, je peux demander à n'importe qui, à un mec dans la rue, je dis tu connais Conor McGregor? Ils vont dire ah ouais, c'est le gars qui fait des combats dans des cages, voilà. Alors qu'ils vont pas tous connaître Khabib Nurmagomedov. Voilà. Donc si on parle, ouais, bah, tu vois, ma première réponse, je pense que ouais, Conor parce que ce qu'il a apporté au sport quand même. C'est difficile de nier que Prime Conor, c'était quand même quelque chose, quoi. KO ou soumission? Oh, t'es un enculé. Putain, les questions sont. Allez, KO parce que j'ai trop de soumissions dans ma carrière, donc j'aurais bien aimé avoir un peu plus de KO. J'ai jamais eu le peps dans mes frappes, donc ouais, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de KO. C'est pas mal les KO, c'est comme un sacré kiff. On va même dire walk of KO, tu sais, c'est le KO où tu mets le KO et tu continues de marcher. Tu sais, genre, je sais ce que je viens de faire. Et là, j'ai quoi? J'ai 9-10 soumissions dans ma carrière. Voilà, j'aurais bien aimé avoir plus de KO. Ouais. One FC ou UFC? Ah salaud. Ah merde. Non, bah, je vais quand même dire UFC parce que moi j'étais à l'UFC et j'étais à ONE FC et c'est la mecque de ce que tu peux atteindre en Asie du Sud-Est, bien évidemment. Mais tu pourras jamais enlever la casquette de leader de l'UFC. L'UFC, ça reste la mecque de la mecque, tu vois. Donc, ouais, j'aurais bien aimé avoir un combat à l'UFC quand même, tu vois. J'aurais même encore préféré avoir une victoire à l'UFC et une victoire à ONE FC. Ça aurait été putain, drop the mic pour la France. Voilà, je suis peut-être le seul Français à avoir combattu à One, que je dise pas de conneries. Non, il y a eu les Pinto. Il y a eu Loulou Pinto, mais en Muay Thai. Mais Victor et Antoine, Léo a combattu à One. Je crois qu'on est les deux seuls Français à One. Mais j'aurais bien aimé un petit combat à l'UFC. Donc je dirais UFC parce que, voilà.
D'ailleurs, que j'ai eu mon petit Léo au téléphone hier. J'adore. Il est génial, le loup. Et tu préfères combattre en Asie ou combattre en France? Ah, putain, mais t'as vraiment des questions de salopard, hein, quand même. Le nom total. Écoute, je vais te dire, j'aimerais faire un dernier combat en France parce que maintenant j'ai une notoriété, parce que maintenant les gens me voient d'un autre œil parce que j'ai fait une carrière en Asie, parce que The Game, parce que ma façon de combattre. Mais il y a quelque chose de respectueux du public asiatique qui me fascine en fait. Tu vois, je reviens toujours sur ce combat. Alors, je vais essayer de remonter en arrière, mais seuls les vieux de la vieille se rappellent. C'était Karl Amoussou contre Greg Baben. Et ça devait être un des premiers 100% fight à Japi ou quelque chose. Et Karl avait vendu le combat et il avait vraiment bien vendu le combat. C'était magique ce qu'il avait fait. C'était super. Je me rappellerai toujours de sa phrase où il avait dit tu t'es préparé pour une guerre. Moi, je me suis préparé. Je t'ai préparé à un attentat. C'était génial. C'était Drop the Mic. Le mec, il avait vendu son combat. C'était WWF. Maintenant, WWE. C'était génial. Et il s'était fait atomiser. Il s'était fait. Les gens n'avaient pas compris à l'époque à quel point c'était un génie d'avoir vendu le combat comme ça, parce que tout le monde avait envie de voir le combat. Même moi, j'étais allé. Putain, je m'avais dit, c'était génial. Il avait gagné. Je crois qu'il avait même fait taper Baben 2 fois, je crois. Il y avait des bidouilles avec l'arbitrage. Et je lui tire son chapeau parce que le gars, c'était un précurseur. Il avait compris t'as pas besoin de parler, c'est talking shit, talking smack. T'as pas besoin de manquer de respect à ton adversaire. Tu vends juste le combat. Et les gens à l'époque n'avaient pas compris. Donc j'ai peur de combattre en France et que les gens ne comprennent pas ce que j'essaye de faire pour attirer de l'attention. Tu vois, si demain je combats par exemple à MMA GP et que je commence à sortir le personnage de game, à faire que les gens ont envie d'aller voir le combat, que les gens disent, t'as vu, hein, qu'est-ce qu'il est arrogant, qu'est-ce qu'il est con, ah là là, putain, c'est vraiment, t'as vu, c'est encore le clown de service. Mais ça fait partie aussi de ton travail de vendre le combat, que les gens, tu vois, sachent que tu vas affronter quelqu'un, tu vois. Jérôme Le Banner qui combat ce week-end, je crois. Je crois que c'est ce week-end. Et tu vois, lui aussi, il sait vendre ce combat. Il a le personnage, il a la machine de guerre, Géronimo, je veux dire, c'est comme ça. Mais voilà, il y a encore ce manque d'éducation ou de manque de compréhension d'éducation, tout simplement, du fan français qui ne comprend pas que les combattants ont besoin de vendre le combat. Et voilà. Donc, si tu me dis Asie, France, j'aimerais un dernier combat en France, mais j'ai cette petite appréhension. Voilà, je me dis, si je viens, est-ce qu'ils vont pas dire ah ouais, c'est le clown de ONE FC qui vient, alors qu'ils comprennent pas que tout ce qui est derrière, c'est un personnage en fait. Il y a comme des heures et des heures et des heures et des semaines de travail avant de monter dans la cage et de performer ou de ne pas performer. Voilà, c'est ça qui est tragique, on en parle avant. Tu peux faire 8 semaines d'entraînement, toucher les gants, prendre une overhand droite et puis tomber comme une merde en 10 secondes. Voilà, c'est la vie. Et dernière question, moi, j'aurais pu te poser ta fameuse question, me démanger la peste choléra, mais non, 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 c'est con. Pain au chocolat ou chocolatine? Non, ton repas préféré après un combat? Où t'as gagné? J'ai failli dire un truc dégueulasse, mais tu vas devoir le couper. Donc, si je dis la ring girl, ça compte? Ah! Ah, je le prends. Non, c'est bon. Tu Tu coupes pas, tu peux le dire. J'allais dire un truc encore plus dégueulasse, mais ouais, non, comme tout le monde, tu sais, ouais, je pense pas trop à la bouffe en fait. Je pense vraiment à sortir, à faire la fête, tu sais, 8 semaines d'entraînement. Généralement, moi, je fais 8 ou 6 semaines de prépa. Tu as beaucoup, beaucoup de frustration, beaucoup de sacrifices. Et ouais, si jamais tu combats à Bangkok ou à Saigon ou à Singapour, je peux te dire que l'after fight est mémorable. Hein. J'ai certaines soirées d'after fight avec Sylvain Potard ou avec ouais. Je ne dirai rien à l'antenne, mais j'ai des souvenirs d'after fight qui sont mémorables, que je garderai avec moi sur mon lit de mort et j'en rigolerai encore, tu vois, je pense. D'ailleurs, je l'embrasse, Sylvain Potard, si tu me regardes, mon pote.
Reviens voir en Asie, tu me manques. Yes. Ben Arnaud, je te remercie vraiment de m'avoir accordé du temps. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Bah, c'est J'espère moi, mon Kevin, merci. Tu vois, je t'ai pris 1 heure. le podcast et que ben, certaines personnes aussi pourront te connaître grâce à ce podcast, à cet échange. Et n'hésitez pas, je vous le répète, à aller sur la chaîne YouTube Game Talk, à aller voir ce qu'il fait. C'est vraiment très, très intéressant. Il mérite plus de lumière, ce podcast, vraiment. Je trouve que au point de vue de la qualité et de l'émission, qu'il n'y a pas assez de retour. Enfin, ça, c'est mon point de vue à moi. Voilà. C'est mon point de vue aussi. Bon, ben, vraiment, allez, vous allez vous marrer. Vous voulez voir Arnaud avec Taureau. Et puis, ben, je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je te laisse, Merci, mon poteau. je te laisse comme le veut la tradition. L'invité clôture le podcast. Ah ouais, comme un con tout seul. Et bah écoutez les loulous, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Facebook. Ça doit être que je dise pas de conneries. The Game Le Pont, Arnaud The Game Le Pont, quelque chose comme ça. Merci à Kevin, merci à toi mon loulou de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir d'avoir l'occasion d'échanger, même si j'ai fait pas mal de monologues. Voilà, un petit bisou à mes potes de toujours, ceux qui me suivent. Alors je vais en oublier, mais je vais dire, voilà, on va commencer par Léla, on va commencer par Mathieu, Gaël. Amaury, bien sûr, et toute la famille d'Asie. N'hésitez pas, si vous hésitez un jour de prendre votre sac à dos et de venir en Asie, passez venir me faire un petit coucou sur Saigon. Et voilà, je vous ai déjà trop saoulé. J'ai parlé pendant 1 heure avec le poteau Kevin. Allez, je vous laisse. Je vous embrasse très fort et game on.